Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir d'autres idées reçues sur la Première Guerre mondiale. Allez c'est parti, on débute. Nous allons commencer par aborder la première idée reçue qu'il y a pignon sur rue, en particulier dans un pays comme la France, en proie à des difficultés économiques. Je cite, le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage. Cette célèbre citation de Jean Jaurès, qui est une grille de lecture utilisée par la gauche pour expliquer la Première Guerre mondiale, est en réalité bien plus complexe. Pour commencer, les secteurs économiques et financiers n'avaient pas intérêt à la guerre en 1914, loin de là, notamment le secteur des assurances ou celui des sociétés minières. Pour une bonne partie d'entre elles, une perturbation majeure était à éviter à tout prix. Il faut également savoir que les économies nationales sont souvent assez imbriquées les unes avec les autres, que ce soit la France et l'Allemagne, qui sont les premières partenaires l'une de l'autre. Et oui, il est possible de se faire la guerre alors qu'on est les principaux partenaires commerciaux. L'idée du doux commerce, des acteurs de paix et d'amitié entre les peuples, en prend du plomb dans l'aile. Ainsi donc, l'industrie et la finance n'avaient pas intérêt à la guerre et n'entraient pas dans le processus du déclenchement de la guerre, qui est essentiellement, pour ne pas dire quasi exclusivement, de nature politico-militaire. Autrement dit, ce sont les politiques et les chefs d'état-major des armées, les généraux, qui décident si guerre il y a ou pas. Et justement, pour les diplomates et militaires qui sont favorables à la guerre, nous avons vu dans la vidéo précédente que cela ne représentait qu'une infime partie des dirigeants. Comment voit-il la guerre justement ? Comme un mode de régulation normale des relations internationales, en quelque sorte. Et oui, parce que la guerre, c'est la continuation de la politique dans cette vision. D'autant plus que l'on pense que cette guerre sera courte et limitée en violence. N'oublions pas que nous sommes avant la Première Guerre mondiale, avant cette grande guerre industrielle qui fera des millions de morts. Pour autant, si l'on peut innocenter l'économie pour les causes immédiates de la guerre, c'est différent sur le long terme. Si l'on prend en compte le plan géopolitique et géoéconomique, en effet, les tensions ne font qu'augmenter depuis les années 1890. À la rivalité navale se rajoute la rivalité économique, industrielle et commerciale qui oppose l'Allemagne et le Royaume-Uni. La course aux armements n'est pas freinée par les industriels qui réalisent des profits considérables avec la fabrication et la vente de matériel militaire, comme par exemple des matériaux lourds, des navires de guerre ou de l'artillerie. Plus concrètement, l'amiral von Tirpitz, qui est l'avocat de la marine de rêve du Kaiser, exige en 1908 un quart du budget national pour acheter de nouveaux cuirassés, ce qui est bien évidemment très favorable pour les aciéries Krupp. On peut dire que ce n'est pas le capitalisme qui porte la guerre en lui, mais plutôt les ambitions impérialistes de certains pays qui étaient prêts à utiliser la guerre comme un moyen d'imposer leur domination et leur volonté à l'autre. Je l'ai déjà dit et je vous le redis encore, pour comprendre la Première Guerre mondiale, il faut comprendre qu'à l'époque, il n'y a jamais eu de guerre aussi meurtrière et l'on pense que la guerre durera tout au plus quelques mois. Passons à l'idée reçue suivante. Pétain, le vainqueur de Verdun. Cette autre idée n'est pas des moindres. Pétain, le vainqueur de Verdun, vous l'avez certainement déjà entendu dès que vous vous êtes penché sur la Première Guerre mondiale. Lorsque vous entendez le nom de Philippe Pétain, vous pensez au maréchal Pétain, à la collaboration Vichy, etc. Mais revenons à Philippe Pétain, gloire de la Première Guerre mondiale. Ce nom est associé à la bataille de Verdun dont il est désigné être le vainqueur. Pour ceux d'entre vous qui ont appris un peu l'histoire de France et de la Première Guerre mondiale, je ne vous jette pas la pierre, mes enfants, et pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, vous n'avez pas bénéficié d'une instruction publique qualitative. Pour résumer, le 25 février 1916, alors que l'offensive allemande au niveau de Verdun est à son 4e jour, Pétain reçoit le commandement du secteur de Verdun, en plus d'être dirigeant de la 2e armée française. Il va réorganiser tout cela en innovant au niveau de la défense. Il a cherché à ménager les troupes. C'est aussi pour ça qu'il va être apprécié, et il va vouloir reprendre le contrôle des airs. Pour ce faire, il crée le premier groupe de chasse français. Tout cela va permettre de résister aux assauts allemands. Néanmoins, le grand quartier général français veut reprendre le terrain conquis par l'Allemagne. Or, Pétain ne veut pas exécuter l'ordre sous prétexte qu'il ne dispose pas d'assez d'artillerie. Ainsi, le grand quartier général demande au général Nivelle, qui est à la tête du 3e corps d'armée, de reprendre le fort de Douaumont. Le général Mangin commande la division chargée de l'attaque et il déclare à propos de Pétain qu'il est vraiment trop défensif. Le généralissime Joffre est agacé par les réticences de Pétain, mais ne peut le désavouer car il est très populaire parmi les soldats. Il est donc nommé à la tête du groupe d'armée du centre et remplacé par Nivelle, qui est jugé plus agressif. Robert Nivelle est un brillant artilleur, colonel au début de la guerre, et qui a eu une promotion aussi rapide que Pétain du fait de ses compétences. Après une offensive ratée, Nivelle va disposer des moyens nécessaires pour reprendre le terrain perdu avec une série d'opérations assez limitées. Puis, une grande offensive très bien organisée qui permettra de recapturer le fort de Douaumont.
Une offensive supplémentaire ramène les Allemands à leur ligne de départ. Ainsi, nous pouvons dire que Nivelle est incontestablement le vainqueur de Verdun, au moins pour les hommes politiques. Parce que c'est lui qui a utilisé des méthodes offensives innovantes et qui a conduit la bataille pendant les 2 tiers du temps, en plus d'avoir repris le symbole qui était le fort de Douaumont. Pétain reste populaire car il a su éviter le désastre à Verdun et se préoccuper du sort des hommes. Pour continuer un peu l'histoire, il faut savoir que Nivelle va appliquer les méthodes de Verdun pour tenter de percer le front allemand sur l'Aisne en 1917 et il va complètement échouer, notamment lors de l'offensive du Chemin des Dames qui devait apporter la victoire et va coûter plus de 187 000 Français morts. La persistance de Nivelle va déclencher les fameuses mutineries. Il sera banni de l'histoire, remplacé à la tête des armées et dans les esprits par Philippe Pétain. On continue avec une autre idée reçue, à savoir la suivante. Ludendorff était un stratège de génie. Qui est cet homme? C'est un disciple du planificateur de la guerre contre la France, Alfred von Schlieffen. Comme lui, Ludendorff cherche l'anéantissement de l'adversaire par un enveloppement permettant de saisir son côté et de menacer ses arrières. Il va opérer comme ça sur le front de l'Est, c'est-à-dire face à la Russie, en 1914 et 1915, avec plus ou moins de réussite. Néanmoins, les Russes vont être écrasés lors de la bataille de Tannenberg après avoir esquivé ses manœuvres. Il va donc échouer à provoquer sa fameuse bataille décisive et va rendre responsable son supérieur, le chef d'état-major Heinrich von Falkenhayn. Une fois qu'il est à la commande du front ouest en 1916, il découvre l'impasse dans laquelle l'armée allemande est enfermée. Pour ce faire, il va chercher une solution offensive qui va déboucher sur ce que l'on appelait la guerre à outrance. On peut dire que c'est une faute majeure, car à cause de cette guerre sous-marine, il va entraîner les États-Unis dans la guerre contre l'Allemagne. Néanmoins, l'Allemagne avait gardé un atout, car au début de l'année 1918, la Russie va s'avouer vaincue, comme vous le savez, à cause de la révolution bolchevique de 1917. Il reste donc une dernière carte à Ludendorff, qui va décider de choisir l'offensive au lieu de choisir la défensive. Il aurait pu consolider ses acquis en s'appuyant sur les ressources de l'Est, afin de pousser l'entente à trouver un compromis. Il se dit au contraire que le temps presse avant l'arrivée massive de soldats américains et qu'il faut donc frapper très fort et aller chercher la victoire totale. Ce faisant, il faut frapper vite et fort la France. Comment? En faisant une percée qui débouchera en terrain découvert et lui offrira la manœuvre d'enveloppement qui l'obsède. Ces différentes offensives montrent une redoutable maîtrise tactique, mais il est impossible de percer en profondeur le front adverse qui recule, reconstitue toujours une ligne de défense et étouffe l'attaque. Après plusieurs mois d'offensive, en août 1918, l'échec est manifeste. Ludendorff décide d'abandonner les assauts et il revient à une alternative défensive. Sauf qu'entre-temps, il a perdu ses meilleures troupes. Les Américains sont arrivés en masse et en France, c'est le généralissime Foch qui possède l'initiative. Initiative qui sera française et alliée puisque de grandes offensives vont être lancées, ce qui va entraîner une Allemagne qui se repliera à la veille de l'armistice au niveau de ses frontières. À deux doigts de voir son armée quasiment anéantie. Ne pas oublier que là où les Allemands arrivaient à lancer une à deux grandes offensives tout au plus sur le front ouest, les Alliés, à partir de cette période en 1918, arrivent à lancer simultanément 3 ou 4 grandes offensives grâce à une meilleure maîtrise logistique. Autre idée reçue de la Première Guerre mondiale, l'idée que cette guerre a respecté les civils. On a dans l'esprit l'idée selon laquelle il s'agirait d'une tuerie entre militaires qui a duré 4 ans. On oublie l'existence de la zone occupée. Et oui, pendant 4 ans, le nord et l'est de la France, ainsi que la Belgique, vivent sous la botte allemande. Petite parenthèse, et ce ne sera pas une partie de plaisir pour les civils qui vivent à cet endroit. Il faut savoir que l'armée allemande va exécuter près de 6000 civils, et la première période d'occupation sera pire que celle de 1940-44. Les Allemands vont rafler tous les hommes pour les expédier au travail obligatoire dans les camps ou derrière le front. Les plus récalcitrants auront droit au bagne. Comment vont être traités les habitants qui se situent sur le territoire, à quelques dizaines de kilomètres de profondeur du front? Très simple, les Allemands vont transformer ces zones en camps de travail à ciel ouvert, où les enfants, les femmes et les vieillards vont être spoliés et astreints au travail en étant nourris au minimum. Pour autant, le pire ennemi des civils sera l'épidémie de grippe espagnole. En somme, on peut dire que la Première Guerre mondiale ne sera pas plus favorable aux civils que la Seconde Guerre mondiale, qu'elle sera même un prélude à la condition effroyable des populations civiles que nous connaîtrons lors de la Seconde Guerre mondiale. Je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à commenter, à aimer, à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée.
Allez, salut!